grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le grand dialogue d'aujourd'hui. Nous sommes lundi 16 mars 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver donc pour ce grand dialogue consacré encore une fois au préaccord d'Alger signé entre le Mali et les groupes armés de la plateforme. Aujourd'hui, le rejet de la coordination, le rejet de ce préaccord par la coordination est une chose effective et nous allons voir avec nos invités ce qu'il en est réellement. Amadou Goïta du Parti Socialiste, Ataï Ag Mohamed que nous tentons de joindre au téléphone, membre du MNLA, Abidine Sangaré est également avec nous, il est le secrétaire général adjoint du Parti Yélema et en ligne avec nous également André Bourgeot, chercheur français, anthropologue et spécialiste du Sahel. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Selon Moussa Ag Assarid, membre du MNLA basé en Europe, l'accord de paix, le préaccord donc signé entre le Mali et les groupes armés de la plateforme n'est pas conforme à leurs attentes et aux attentes de leur base. Mais estime-t-il ce préaccord, il faut aujourd'hui que les membres de la coordination travaillent avec Bamako pour trouver un document acceptable de tous. Les responsables de la CIMA ont indiqué par ailleurs que la coordination remettrait sa réponse détaillée à des diplomates qui doivent se rendre mardi à Kidal. Alors André Bourgeot, que doit-on retenir de ce rejet par la coordination du préaccord signé entre le Mali et les groupes armés de la plateforme? Là, on peut s'étonner de ce rejet, compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans le sens des revendications de la coordination des mouvements. Alors, malheureusement, je vais vous interrompre un peu. Le studio va tenter de vous joindre car la ligne n'est pas très bonne. Le studio vous retente à nouveau, André Bourgeot. Alors, nous avons également dans le studio un membre de l'opposition et un membre de la majorité. Et les membres de la coordination ne sont pas toujours joignables. Alors, Amadou Koïta, vous êtes le président du Parti Socialiste. Aujourd'hui, que faut-il retenir de ce rejet par la coordination du préaccord? Je vous remercie. Je dis bonsoir aux auditrices et aux auditeurs du studio Tamani et dire que ce rejet n'est que dilatoire. Je pense que ce groupe armé est en train de se jouer du Mali et de l'ensemble de la communauté internationale. Car nous estimons qu'ils ne peuvent pas avoir un accord mieux que celui-ci. À l'opposition, on estime même que cet accord a été taillé sur mesure pour donner à ces groupes armés ce qu'ils ont toujours souhaité. Ils l'ont souhaité par les armes. Ils ont pris les armes en portant atteinte à l'intégrité du territoire du Mali, en créant ce que nous savons tous aujourd'hui. Voilà un accord qui les donne tout, tant sur le plan politique que sur le plan institutionnel, sur le plan de défense et de sécurité, et même sur le plan historique. Donc je pense qu'aujourd'hui, rejeter cet accord doit ramener les autorités maliennes et surtout l'ensemble du peuple malien à reconsidérer sa position et à se dire qu'avec ces gens, la négociation a atteint sa limite. Il est grand temps que nous nous préparions pour aller recouvrir l'intégrité de notre pays. Alors André Bourgeot, rebonjour à nouveau, vous êtes en ligne. Oui, je vous entends, oui. Alors, je posais la question tout à l'heure, que faut-il retenir de ce rejet par la coordination du préaccord signé entre le Mali et le groupe armé de la plateforme? Je disais que c'était un peu étonnant ce rejet, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont quand même dans leur sens et dans le sens de leurs revendications. Je tiens à souligner que les autorités maliennes reconnaissent l'existence de l'Azawad, considérée comme étant une société, une entité socio-culturelle et mémorielle. Alors,
André Bourgeot, que nous tentons de joindre. Nous nous excusons auprès des auditeurs de ces désagréments car la liaison n'est pas comme il faut. Alors, nous avons également un représentant de la mouvance présidentielle, Abidine Sangaré. Vous êtes membre du parti Yelema, parti de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Que faut-il retenir de ce rejet? Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bonsoir, mes chers journalistes de la radio Tamani. Je pense déjà que on n'est pas étonné. Moi, je pense que les Maliens ne sont pas étonnés par rapport à l'attitude prise par la coalition du mouvement de l'Azawad. Comme mon président vient de dire, M. Goïta, les négociations ont quand même été poussées très, très, très sérieusement. L'État a fait beaucoup de concessions quand on voit l'accord. Le terme Azawad, qui, d'une manière générale, ne passe pas à Bamako, les gens ont dit, bon, quand on va en négociation, il faut que chacun essaie de laisser une partie de ses revendications pour qu'on puisse arriver à un point d'accord. Bon, maintenant, avec tout cela, tout cet effort, si aujourd'hui ils se permettent de dire qu'ils ne sont pas satisfaits, que ça ne va pas avec le fondement de ce qu'ils voulaient, c'est clair, ce qu'ils veulent, c'est vraiment la partition de ce pays. Après ce document, c'est clair. Et je pense que cela doit donner aux Maliens à réfléchir très sérieusement comment trouver une solution, la dernière solution pour moi. Alors, on me fait signe qu'André Bourgeot est de nouveau en ligne. André Bourgeot, aujourd'hui, des diplomates sont annoncés par la coordination mardi prochain à Kidal. De qui s'agit-il, si vous le savez? Allô? Alors, à nouveau, des problèmes de liaison avec André Bourgeot, spécialiste du Sahel qui intervient depuis la France. Alors, Amadou Koïta, il est annoncé l'arrivée mardi prochain de diplomates auprès de la coordination pour voir s'il y a lieu de retoucher ce texte. De qui pourrait-il s'agir? Moi, je me pose cette question. Cette communauté internationale doit être cohérente avec elle-même. À ma connaissance, si je ne m'abuse, la médiation algérienne, en proposant ce document, avait dit qu'il était à prendre ou à laisser. Malgré beaucoup d'insuffisances, j'ai dit que l'Azawad, ces groupes armés ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Seulement, ils veulent qu'on appelle le chat par son nom. Ils veulent qu'on parle d'autonomie. Sinon, ils ont déjà l'autonomie dans le document. Ils ont même profité, sinon bénéficié à ce qu'on appelle Azawad, une entité socio-mémorielle, culturelle et symbolique. Non territoriale. Non territoriale, mais même il n'y a qu'en analysant le document au préambule, on parle des 3 régions du Nord, dont certains appellent Azawad. Ça veut dire déjà c'est territorial. Maintenant, ils ont bénéficié de cela, ce qui est une imposture politique, nous l'avions dit. L'Azawad, si l'Azawad est une entité, il n'est qu'une entité géopastorale. L'Azawad n'a jamais été une entité socio-mémorielle, culturelle. Le gouvernement l'a accepté. Vous regardez dans tous les titres, dans les chapitres, comme je l'ai dit, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, on est allé jusqu'à la régionalisation, qui s'assimile d'ailleurs au régionalisme, où c'est le chef de l'exécutif et le président du conseil régional. Maintenant, je demande à la communauté internationale, qui est présente chez nous ici. J'ai toujours dit que la présence de la communauté internationale a été légalisée et légitimée à travers certaines résolutions. Et dans ces résolutions, il est dit appuyer le Mali à asseoir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien, à recouvrer également l'intégrité du territoire du Mali. Et s'il y a des groupes armés qui ont pris les armes contre le Mali, et malgré tout le Mali a engagé un processus de négociation, et qu'au terme de ce processus, il continue à se jouer du Mali, il continue à se jouer de la communauté internationale, la seule option qui reste aujourd'hui, c'est de dire trop, c'est trop, aidons le peuple malien à asseoir l'autorité du Mali sur toute l'étendue du territoire malien, y compris Kidal. Alors André Bourgeot, de nouveau en ligne. André Bourgeot, cette question, les groupes armés de la coordination estiment qu'il faut aujourd'hui accorder à l'Azawad un statut politique. Comment faut-il définir encore une fois ce statut pour l'Azawad? Je crois que les positions sont très claires. Les revendications
indépendantiste de l'Azawad tel que ça a été formulé par le Mouvement national de libération de l'Azawad ne renvoie à aucune réalité politique. Je tiens quand même à réitérer ce que j'ai dit à plusieurs reprises. L'Azawad est la partie comprise entre Tombouctou, Arawan et même quelquefois jusqu'à Taoudeni. C'est l'espace occupé par les pasteurs nomades Banabish, ce qui représente une superficie de environ 380-400 km². Les Banabish sont des morts, ils ne sont pas du tout Touareg, premièrement. Deuxièmement, l'autre exception de l'Azawad concerne des entités administratives, je dis bien administratives. Donc ça veut dire Tombouctou, Kidal et Gao. C'est encore une fois un découpage administratif. Il ne s'agit pas du tout d'un territoire politique. C'est la première chose, cette mise au point, il faut la faire. Alors qu'un mouvement politique revendique une entité territoriale, c'est son droit. Mais elle ne peut pas se prévaloir d'une antériorité historique pour légitimer sa revendication. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mouvement national de libération de l'Azawad a demandé un certain temps pour se prononcer avant de consulter la base. La base qui a été consultée, c'est essentiellement, voire exclusivement, les populations de Kidal et peut-être celles de Ladar. Les populations de Tombouctou n'ont pas du tout été contactées par le MNLA, les populations de Gao non plus. Donc je m'interroge un peu de quel droit le MNLA, la coordination peut se prévaloir des populations du septentrion malien qui n'ont pas du tout été consultées. Donc je crois qu'il y a quand même un minimum d'honnêteté politique à reconnaître. Les informations que je peux avoir directement de Tombouctou et de Gao, et plusieurs m'ont dit non, il n'y a pas eu de consultation de la base. Donc ça pose quand même un problème de fond. Ensuite, troisième chose, c'est que le MNLA et donc la coordination des mouvements de l'Azawad ne représentent qu'eux-mêmes. Tout le monde sait que le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad est une entité extrêmement restreinte qui concerne essentiellement la chefferie des Canada. D'autant qu'il y a des dissensions importantes entre l'aménakel actuel, M. Mohamed Adin Talla, et son petit frère Al-Khabas Adin Talla. Il y a des dissensions énormes. Donc on peut difficilement les prendre comme une entité homogène. Donc sur le fond, je pense que quand même le préaccord fait des concessions importantes, énormes, qui vont dans le sens de la paix. Donc je ne comprends pas pourquoi à chaque fois qu'il y a une avancée qui va dans le sens de la paix, il y a un certain nombre de personnages de ce mouvement et de la coordination qui font de la surenchère politique en disant c'est l'indépendance, l'autonomie ou rien. C'est quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens d'un esprit qui viserait à négocier et trouver une solution à la crise quand même qui dure depuis très longtemps. Enfin, quatrième chose, Alger 5, c'est le résultat aussi de 8 mois de négociations qui n'ont pas débouché sur grand-chose. Alors, que veut exactement le CMA en refusant de paraffer ce préaccord, et le paraffer, c'est aussi reconnaître qu'il y a possibilité un peu d'aller plus loin. Quels recours vont-ils avoir? Donc moi je vois deux possibilités. Ou ils vont recourir une nouvelle fois au ça. Alors, André Bourgeot, que nous venons de perdre en ligne. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre avec cette émission. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, c'est les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Le débat d'aujourd'hui est consacré au rejet par la coordination, par les membres de la coordination du préaccord d'Alger signé entre le gouvernement malien et les groupes armés de la plateforme. Alors, cette question, pour redémarrer cette émission, la médiation sera-t-elle flexible aux doléances de la coordination? Abidine Sangari, vous êtes du LMA, donc mouvance présidentielle. Merci. La coordination des mouvements, je pense que cherche à amener à bout, parce que quand ils disent, c'est eux qui ont dit que la communauté internationale ou une délégation va se rendre à Kidal le mardi. Moi, on n'a pas entendu ces gens-là parler, c'est eux qui ont dit.
Donc, si je me pose la question, est-ce qu'en réalité, ils sont en train de continuer à mener beaucoup de désordre dans ce système pour compliquer, ou bien est-ce qu'en réalité, il y a une coordination qui va partir réellement pour les écouter? Si une coordination de la communauté internationale, c'est quelle coordination? C'est la question qu'on se pose, parce que c'est vraiment pas officiel, c'est eux qui disent. La flexibilité par rapport à si une coordination se rend là-bas, moi je trouve qu'un accord déjà, un préaccord déjà paraphé par le gouvernement malien, paraphé par d'autres groupes armés, s'il s'agit encore de revoir ça, c'est vraiment un manque de respect envers l'État malien qui est représenté par le gouvernement et les groupes armés qui sont là-bas aussi. Monsieur qui vient de parler, Bourgeois, a bien éclairci. Hein, quand il parle de l'Azawad, ils ont consulté qui? Ils ont consulté des jeunes à Kidal, des jeunes et des femmes à Kidal. Qui sait si ce n'est pas des gens qui sont forcés à suivre leur chemin? Et si on leur demandait à faire le libre choix, est-ce qu'ils seraient encore avec ces gens-là? Je pense qu'il n'y a pas question qu'un accord déjà paraphé par le gouvernement malien, paraphé par des groupes des armées déjà, qu'on mène des changements dans ces accords, vraiment. Alors, André Bourgeot, vous êtes en ligne, vous intervenez depuis la France, vous êtes anthropologue, chercheur. Vous avez évoqué tout à l'heure les dissensions entre l'Amenokal Akidal et son frère Al-Gabas Ag Intala, membre du ACUA. Est-ce qu'aujourd'hui, la crainte du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a exprimée, disant que la main de Iyad Agali pourrait planer sur les accords d'Alger, les accords qui allaient être signés, est-ce que Iyad Agali, l'ombre d'Iyad Agali plane toujours sur ce préaccord? Alors, je dois dire, avant de vous répondre, que je n'entends pas ce qui est dit en dehors des questions que vous me posez, donc c'est un petit peu gênant. Je vais répondre directement à votre question. Et je crois que, oui, effectivement, Iyad Agali a toujours été quelqu'un qui exerçait une influence importante sur l'ensemble des Kélalars, c'est-à-dire sur l'ensemble des tamasheks de la garde dite des Iforas. Donc, que ça plane, en tout cas que sa présence soit là sous forme de pression, c'est pas du tout une hypothèse à écarter. Mais ce que je voudrais dire par rapport au contenu du préaccord d'Alger non paraphé par le CMA, c'est qu'il a explicitement dit que ce document-là serait présenté à des conférences nationales afin que ce document soit discuté. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un processus qui irait dans le sens de la paix. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi, si ces conférences-là, effectivement, se tenaient, est-ce que la coordination des mouvements de la Zawan ne craint pas d'être très minoritaire par rapport à leurs revendications indépendantistes ou, dans le moins mauvais des cas pour eux, de l'autonomie? Alors, selon les membres que nous avons pu joindre, aujourd'hui, ils estiment que des commissions ont été mises en place pour réfléchir justement sur la question et que la réponse est unanime et que le projet d'accord n'est pas conforme aux attentes de la coordination. Ah oui, mais ça c'est une chose, qu'elle ne soit pas d'accord aux attentes de la coordination, c'est une chose. C'est la raison pour laquelle je dis il y a, et parce que c'est effectivement une dimension nationale, le préaccord d'Alger non paraphé par le CMA prévoit des conférences d'entente nationale où les gens, les populations maliennes, discuteraient sur le contenu du préaccord. À partir du moment où le CMA refuse cette pratique, qui est une pratique démocratique tout à fait nouvelle, s'ils refusent ce type de pratique, je m'interroge sur leur volonté de transparence et sur leur volonté démocratique. Ça repose le problème du recours aux armes pour imposer des points de vue. Moi, je ne suis pas particulièrement un fou de guerre et je considère que tout problème politique doit se régler d'une manière politique. Les conditions ont été créées par les accords, les accords de Ouagadougou, et dans les accords de Ouagadougou, ils avaient reconnu le fait qu'ils laissaient leurs revendications indépendantistes et d'autonomie. Donc à chaque fois qu'il y a une progression qui va dans le sens de la paix, il y a un certain nombre d'entre eux, je dis bien un certain nombre parce qu'il y a eu des défections quand même au sein du MNLA, donc un certain nombre d'entre eux en rajoutent une couche, passez-moi l'expression, pour rétablir, pour revendiquer encore. Ça veut dire que quelque part ils ne veulent pas négocier.
l'ensemble du peuple malien et puis surtout des populations du septentrion malien ne veut pas de l'autonomie ou de l'indépendance. Il faut quand même prendre en considération le fait majoritaire. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire que la démocratie? Ce n'est pas par les armes qu'on impose des conceptions politiques. Alors aujourd'hui, certaines parties de la population malienne estiment que le fait de mettre la terminologie Azawad dans l'accord pose problème aujourd'hui. Et malgré tout, les membres de la coordination ne sont pas d'accord pour son contenu. Est-ce que aujourd'hui, il est possible d'admettre une retouche de ce préaccord-là déjà signé entre le Mali et certains groupes armés? La réponse appartient aux autorités politiques maliennes, elles ne m'appartiennent pas. Moi, ce que je peux dire, et c'est simplement un point de vue, c'est qu'il y a eu une concession énorme, et je pèse mes mots, lorsque les autorités maliennes reconnaissent l'Azawad comme étant une entité socio-culturelle et mémorielle. Mémorielle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et symbolique sur l'ensemble des populations du septentrion malien. C'est, de mon point de vue, cette fois-ci, c'est quelque chose qui est à la limite du compromis et de la compromission. Mais ça, c'est le point de vue des autorités maliennes. C'est pas à moi de me prononcer là-dessus. C'est les autorités maliennes qui incarnent aussi quand même quelque part le point de vue dominant du peuple malien. Donc maintenant, puisqu'il y a le document sera présenté sous forme de conférence d'entente nationale, c'est au peuple malien de se prononcer sur le contenu de cet accord, y compris sur le problème de l'Azawad. Merci beaucoup André Bourgeot. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors Amadou Koïta, vous êtes du Parti socialiste. Aujourd'hui, une retouche du texte peut-il être envisagé par la médiation? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas laisser un groupuscule d'individus prendre en otage 15 millions de Maliens et défier la communauté internationale. Il est bien dit dans cet accord qu'aucune modification n'est acceptée que tant que toutes les parties ne mentionnent, sinon on accepte. Aujourd'hui, malgré toutes les insuffisances que nous notons, parce qu'on a des observations par rapport à cet accord, le gouvernement malien a paraphé cet accord au nom du peuple malien. Le gouvernement malien a même fait la part belle à ces groupes armés, qui refusent encore de s'intégrer dans un processus de paix et de dialogue. La seule option qui reste aujourd'hui, c'est de dire, allons-nous laisser ce groupe armé à jouer avec la sécurité et la stabilité de notre pays, avec l'intégrité territoriale de notre pays. Ce que les autres ne font pas chez eux, doit-on accepter qu'ils le fassent chez nous? Nous ne sommes pas le seul pays qui est en conflit, où il y a des velléités indépendantistes. Il y a plein de pays qui vivent cette situation, mais à qui on n'a pas accordé toute cette situation. Il y a le problème de Casamance au Sénégal, il y a le problème de Saharaui au Maroc. C'est vrai au Mali. Qui perdure toujours. Qui perdure toujours. Donc aujourd'hui, moi j'estime que si ces groupes armés refusent de parapher ce document, si ces groupes armés jouent encore, comme je l'ai dit, au dilatoire, la force doit s'imposer. Les forces armées de sécurité sont là. Sont-elles capables? Aujourd'hui, elles sont capables, puisqu'elles ont mission d'assurer l'intégrité territoriale du Mali. C'est vrai, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Des pays ont connu pire que nous et se sont relevés. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans l'abdication. Nous ne devons pas abdiquer. Nous devons nous dire que nous sommes un État qui peut connaître des moments de faiblesse, mais qui doit toujours rester debout. Et moi, j'estime aujourd'hui que le président de la République doit tirer les leçons. Tirer les leçons, s'adresser à la nation et demander à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la CEDEAO, de prendre également leur part des responsabilités, de s'assumer. Puisqu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays, il s'agit de la sécurité d'un pays, il s'agit de la paix dans un pays où chaque jour que Dieu fait, c'est des Maliens qui tombent, c'est des bombes, c'est des Maliens qui sont égorgés. Même la capitale n'est pas épargnée. Devons-nous continuer encore
à ce jeu de cache-cache? Je pense que non. Alors aujourd'hui, vous parlez de responsabilité tout à l'heure. Quelle peut être la responsabilité de la communauté internationale pour faire respecter ce préaccord si toutefois la coordination parvient à signer l'accord et si elle refuse de signer, quels peuvent être les moyens de recours de la médiation? Les moyens de recours de la médiation, c'est quand on assure une médiation et qu'une partie joue au dilatoire, le médiateur également doit tirer. Puisqu'il ne s'agit pas du Mali seul, il s'agit également de la sécurité de l'ensemble de la zone, la bande sahélo-sahélienne. Aujourd'hui, nous estimons que tous ces pays qui sont chez nous, qui nous accompagnent, qui ont également intérêt à ce que la paix revienne chez nous, qu'ils tirent les leçons de tout ça. Et si les groupes armés refusent de parapher ce document, comme je l'ai dit, nous devons permettre à ce que l'armée malienne soit à Kidal pour imposer la paix et que l'administration malienne soit également à Kidal et dans tous les secteurs de Kidal. Nous savons que ces groupes armés ne représentent absolument rien. Ils ont certainement, nous le savons tous, ils sont soutenus par des forces obscures et que ces forces sachent que ça ne peut pas continuer. Alors, Abidine Sangaré, vous êtes membre du parti Yelema, de la mouvance présidentielle. Donc, quelles peuvent être les responsabilités de la communauté internationale pour le respect de ce préaccord? Oui, je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là, c'est un débat de Maliens. Opposition, mouvement présidentiel, nous sommes dans le même bateau cette fois-ci. Si ça chavire, que ça coule, on va tous se noyer. Que Dieu nous en garde. En effet, je pense que la communauté internationale, la communauté qui se dit internationale, parce que là vraiment c'est une question délicate, où réellement on n'a pas vraiment compris leur comportement depuis le début de la crise jusqu'à maintenant. Parce que si on va sur l'évidence, c'est-à-dire il est très certain que quand vous dites que nous venons pour aider un pays à recouvrir son intégrité territoriale, et qu'il y a des groupes armés qui s'y opposent et qu'on nous demande de négocier avec ces groupes armés et qu'on arrive à trouver un point d'accord et qu'à la dernière minute ces groupes armés refusent, je pense que la communauté internationale doit réfléchir pour aussi penser à un peuple. Un peuple qui est composé de 15 millions de personnes qui souffrent depuis longtemps, depuis des années, depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que cet accord est connu de tous. C'est-à-dire pour la première fois, tous les Maliens sont au courant du contenu de cet accord. Ça, c'est grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, grâce quand même à la communication des nouvelles technologies d'une manière générale aujourd'hui. Et les Maliens se sont exprimés. Donc, moi, je pense que si on doit passer à l'action ou si on doit faire quelque chose par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, il est à la portée du gouvernement malien de demander l'avis des Maliens rapidement, comme ils ont l'habitude de faire, en convoquant la société civile, en convoquant les partis politiques, pour demander leur avis. Nous sommes un groupe, si on se donne la main, on va pas échouer, ça c'est clair. Parce qu'on a vu que tous ces problèmes qui nous ont coûté cher, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment l'ensemble des Maliens autour de ces problèmes. Aujourd'hui, je pense que les Maliens se donnent la main. Majorité présidentielle, opposition, nous sommes tous Maliens. On veut avoir notre pays comme débarrasser de ces problèmes qui ne cessent de finir. Alors, je rappelle que nous avons convié à cette émission les membres de la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable et nous avons tenté en vain de les joindre au téléphone. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Voilà, réagissez à tout ce que vous entendez à travers nos programmes, les 2 heures d'émission, tous les jours avec nos journaux et également ce grand dialogue. La réaction, c'est notre compte Twitter et également notre compte Facebook, la page Facebook de Studio Tamani. Alors, la coordination, les mouvements pourront-ils contrôler les combattants sur le terrain? Alors, André Bourgeot, vous parliez tout à l'heure de consultation par la CMA de la
base aujourd'hui. Mais tout avant de vous poser cette question sur le contrôle réel des négociateurs de la coordination, cette question, quels peuvent être aujourd'hui les moyens de pression de la médiation sur les groupes armés de la coordination? Les moyens de pression, le problème est entre les mains de la communauté internationale et plus particulièrement entre les mains de la puissance politique française. Et je pense que s'il y avait une intervention ferme sous forme de pression, cette fois-ci politique, qui irait dans le sens de l'intérêt du Mali et non pas dans le sens de l'intérêt du seul mouvement national de libération de Azawad, il y aurait possibilité de faire en sorte qu'il paraffe. Il s'agit de paraffer. C'est pas du tout une signature. Le fait de paraffer créait une situation particulière qui permettrait d'aller plus loin. Mais je viens d'entendre sur votre radio que les membres du CMA ont refusé de participer à l'émission. Donc le problème qui se pose, comment voulez-vous négocier avec des gens qui refusent de négocier sur le fond? Je pense que l'idée de solliciter des membres importants de la coordination avec d'autres personnes, de celles qui représentent les autorités maliennes et même aussi avec la présence d'un anthropologue chercheur, c'était une bonne initiative, mais il n'y a pas de dialogue possible. Donc ça montre bien que dans leur logique à eux, dans leur conception, la seule possibilité, le seul moyen dont ils disposent pour imposer leur conception, je dis bien pour imposer leur conception, c'est le recours aux armes. Donc, quelle est la personne, malienne, nigérienne ou n'importe laquelle, animée d'un souci démocratique qui accepterait de se soumettre aux armes? Encore une fois, j'insiste sur le fait que quand la coordination a dit qu'il voulait retourner à la base, ce qui n'est pas une mauvaise manière en soi, mais ça a été circonscrit loin s'en faut sur l'ensemble de ce qu'ils appellent l'Azawad. S'il y avait par exemple, je dis bien un exemple, une sorte de référendum qui se ferait dans le septentrion malien dont la question serait adhérez-vous à la conception de l'Azawad aux régions autonomes, etc., ce serait intéressant d'avoir des résultats. Je crois que justement cette coordination a pris conscience du fait qu'elle était minoritaire et que donc de ce fait elle crée les conditions du blocage. J'ai dit à plusieurs reprises sur des ondes, la vôtre et sur d'autres ondes, qu'il y avait des forces politiques, militaires qui n'avaient pas intérêt au retour à la paix. Donc la question que je me pose, est-ce que, puisque le MNLA refuse de paraffer, est-ce qu'elle ne fait pas, ce mouvement et la coordination ne fait pas partie de ces forces qui n'ont pas intérêt de retour à la paix? Si effectivement ils n'ont pas intérêt au retour à la paix, il faut se poser des questions sur le pourquoi de ce non-retour. Encore une fois, mais comment un État, comment un pays peut se soumettre à des revendications de mouvements qui sont ultra minoritaires et qui ne représentent qu'eux-mêmes? Vous avez l'ancien Premier ministre, M. Mohamed Agamani, qui a pris des positions. Vous avez des pétitions qui ont circulé. L'immense majorité des populations touareg ne sont ni sur les objectifs, ni sur les pratiques de cette coordination des mouvements de l'Azawad. Donc ça pose quand même problème. Pourquoi des minorités imposeraient leurs lois? Et je pense que la communauté internationale a une responsabilité loin d'être négligeable, c'est-à-dire énorme, et que la politique française a une responsabilité dans cette situation. Avant l'intervention de l'opération Serval, le mouvement national de libération de l'Azawad avait été buté de partout. Il ne représentait plus rien, ou en tout cas pas grand-chose sur le plan militaire et sur le plan politique. Et après l'intervention Serval, c'est un constat, c'est pas un jugement de valeur, ni rien du tout, ni un point de vue politique. Mais tout le monde a constaté que ce mouvement autoproclamé reprend du poil de la bête, occupe Kidal et administre tout l'Adar. Donc on est en droit quand même de se poser certaines questions. Merci beaucoup André Bourgeot. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors Amadou Koïta, vous êtes président du Parti socialiste, parti de l'opposition. Est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui de trouver un compromis entre la CEMA et le groupe de médiation? Non, moi je dis que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Que fait la communauté internationale aujourd'hui au Congo-Kinshasa, en RDC? Lorsqu'elle a entamé des négociations avec le groupe MP22, sinon 23 si je ne m'abuse,
qui ont échoué, elle est en train d'imposer par la force. Aujourd'hui, l'aménagement est chez nous sur le chapitre 7, qui est un chapitre contraignant. Pas aussi contraignant qu'en RDC, mais qui est quand même un chapitre contraignant qui doit ramener les différents groupes à la paix et sinon imposer la paix. Je pense qu'aujourd'hui, André Bourgeot vient de dire tout de suite, on ne peut pas accepter qu'un groupuscule prenne en otage 15 millions de Maliens, menace la sécurité et la paix dans notre région, sinon dans la sous-région. 8 mois de négociations, 8 mois de va-et-vient, le peuple malien est resté patient, a d'ailleurs fait un grand sacrifice en acceptant de s'asseoir autour de la table avec ces groupes armés qui nous ont amené tous ces malheurs. Mais nous avions dit que la paix n'a pas de prix, elle a certes un coût. Mais on se patiente jusqu'à la satisfaction. On ne peut pas se patienter jusqu'à la mort. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement malien doit prendre ses responsabilités, comme je l'ai dit, de convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour tirer des leçons de ce qui est en train de se passer à Kidal. On nous parle d'aller consulter la base. De quelle base? Il parle au nom d'une population. Il parle au nom des Touaregs. Dieu seul sait qu'ils sont minoritaires parmi les Touaregs. Ils sont ultra minoritaires dans les 3 régions du Nord. Mais malgré tout, nous avions estimé qu'il fallait engager un processus politique au terme duquel le Mali a accepté, malgré certaines insuffisances. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de points qui posent problème aujourd'hui. Mais l'État malien a accepté de paraffer et c'est un groupuscule qui refuse et qui défie l'ensemble. Je pense que le Mali doit être un cas d'école. Si la communauté internationale échoue au Mali, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'aventures dans les autres pays qui connaissent des rébellions. Alors, André Bourgeot, je reviens vers vous. Amadou Koïta vient de faire une comparaison tout à l'heure entre le Mali et le Congo. Est-ce que le cas malien est semblable au cas congolais, en parlant de la responsabilité de la communauté internationale? Si le précédent intervenant fait une comparaison sur la responsabilité de la communauté internationale entre le Mali et le Congo, en tout cas, je connais moins bien le problème du Congo, mais je pense qu'effectivement, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la communauté internationale a une responsabilité qui est loin d'être négligeable dans la situation politico-militaire qui prévaut actuellement. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a eu quand même un document qui a été signé entre la MINUSMA et puis le Mouvement national de libération de l'Azawad à l'insu des autorités maliennes. Donc, sauf erreur de ma part, quand même, dans la MINUSMA, il y a aussi des militaires maliens, puisque ce sont des gens de la CEDEAO. Donc, il y a quelque chose quand même qui est extrêmement douteux. Les échos aussi, les informations que je peux avoir du septentrion, il semblerait que la MINUSMA reste souvent dans les villes et fasse peu de sorties en brousse. Et quand il y a des sorties en brousse, son comportement est un peu douteux. Donc dans ces conditions, oui, et ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'intervention de l'opération militaire Serval, qui dans un premier temps a été accueillie comme étant une armée de libération, et que 5 ou 6 mois ou 7 mois après, le peuple malien a vu aussi que cette intervention ne défendait pas, n'était pas une intervention uniquement qui visait à faire en sorte que les groupes armés narco-djihadistes ne descendent pas sur le sud, et qu'il y avait aussi d'autres intérêts. Et ces autres intérêts, ça a été de soutenir, d'avoir une sorte de complicité, de connivence avec le MNLA. Alors mettons-nous à la place du peuple malien quand on voit de telles choses. Ce que je crains, c'est que cette situation-là, le fait de refuser de paraffer le document, je ne me prononce pas sur le contenu du document, mais le fait de ne pas le paraffer, ça ne peut que renforcer les positions, ça ne peut que renforcer, je dis bien objectivement, les positions des groupes armés narco-djihadistes qui ont tendance quand même à se diffuser et à déstabiliser l'ensemble du Mali, plus particulièrement avec l'attentat du restaurant La Terrasse dans le quartier Hippodrome. Donc il y a tout ça derrière. Donc si la coordination ne prend pas ça en compte, quelque part elle ferait preuve d'irresponsabilité, parce que encore une fois, ça ne peut que renforcer objectivement ces groupes-là, dans un contexte, on le voit bien au Niger, où Boko Haram, qui maintenant fait allégeance au Daesh, se ramifie sur l'ensemble du bassin du lac Tchad.
Donc il y a quelque chose qui me chagrine profondément. Et encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de représentants, par-delà le fait que vous les avez sollicités pour qu'il y ait dialogue, comment peut-on faire quelque chose quand on tend la main à quelqu'un et que ce quelqu'un ou ce groupe refuse de vous toucher la main? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je crains, c'est que est-ce qu'ils ne vont pas recourir une nouvelle fois aux armes? Et s'il y a un recours aux armes, et ça risque de déstabiliser d'une manière structurelle l'État malien, et ça peut aussi être générateur de guerre civile. C'est ça ma grande inquiétude. On voit bien la création des milices d'autodéfense qui progressent sensiblement, pour le mentionner, sur Kidal. Il va y avoir aussi, ça risque de déboucher sur des affrontements interethniques, y compris sur le problème de règlement de compte, de problèmes anciens, de conditions d'accès au pâturage, d'accès aux puits, etc. Il y a un problème communautaire. Je pense que le fait de non paraffer la responsabilité impliquerait justement à cette coordination qui refuse la main tendue. Encore une fois, il y a des éléments qui vont tout à fait dans le sens de cette coordination. Le régionalisme, je dis bien régionalisme, est porteur d'autonomie. Donc, je comprends toujours pas pourquoi ils refusent de paraffer. D'accord. Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, Abidine Sangaré, vous êtes membre du parti Yelema. Aujourd'hui, est-ce que la communauté internationale est assez informée de cette représentativité des membres de la coordination sur le terrain? Je pense que oui, quand vous voyez les interventions de mes prédécesseurs, M. Goïta et André Bourgeot, vous savez bien qu'on parle, c'est objectif, de la responsabilité de la communauté internationale. La communauté internationale sait exactement ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, la communauté internationale sait quelle est la force réelle du MNLA. En signant un accord avec ces MNLA à Kidal à l'insu du gouvernement malien, la communauté internationale est informée pour moi, ceux qui sont là, mieux que tout le monde. André Bourgeot vient de dire tout de suite, les MNLA avaient pratiquement disparu. Mais c'est à l'arrivée des forces servales que le MNLA est réapparu. Donc tout ça, c'est des choses, comme on a dit au début du débat, il y a trop de choses obscures autour de cette histoire. Mais ceci dit, on recherche la paix. C'est pour cela que le Mali a fait beaucoup de concessions. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt aider l'État malien au retour effectif de l'État. Aujourd'hui, je suis satisfait que ce soit l'opposition, la majorité présidentielle, et tous les Maliens sont aujourd'hui du même rang pour qu'on puisse vraiment prendre notre responsabilité. Je pense que si on soutient l'État et que le président de la République sait qu'il est soutenu, le gouvernement sait qu'il est soutenu, je pense qu'ils pourront donner satisfaction au Mali aujourd'hui. Je pense même les militaires, ils ont tous leur avis, on les connaît. Le Malien, tout le monde connaît l'avis du Malien. Je pense qu'il faudra trouver le moyen pour vraiment lever cet affront qui n'a que durer. Alors, 30 secondes, Amadou Koïta, pour réagir avant la fin de cette émission. J'ai bon espoir, malgré tout ce qui se passe, j'ai bon espoir. Je demande tout simplement l'ensemble des peuples maliens de rester unis, puisqu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Il s'agit d'abord du Mali, il s'agit de l'unité du Mali, il s'agit de la souveraineté du Mali. Et je demande à la communauté internationale d'assumer sa part de responsabilité. Comme je l'ai dit, le cas du Mali était cas d'école. Et nous osons espérer que cette communauté internationale va se ressaisir le plus tôt que possible. Merci beaucoup, Amadou Koïta. Je rappelle que vous étiez avec Abidine Sangaré, membre du parti Yelema, et également André Bourgeot était en ligne. Merci à vous, messieurs, pour votre présence et pour votre disponibilité. Le débat d'aujourd'hui portait sur le rejet par la coordination, les membres de la coordination qui ont donc rejeté le préaccord de paix signé entre le Mali et les groupes armés de la plateforme. Alors, nous étions avec nos invités, Amadou Koïta du Parti Socialiste, Abidine Sangaré du Parti Yelema et André Bourgeot, anthropologue, chercheur français qui intervenait en ligne. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Djouara était à la mise en onde. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission et Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Merci et bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.